Ça fait un certain temps que je me pose une question. À quoi sert la théorie de l'évolution? Au vu du titre du livre que Charles Darwin lui a dédié, on devrait y apprendre l'origine des espèces, au moyen de la sélection naturelle. Aujourd'hui, de nombreux spécialistes de l'évolution considèrent surtout que cette théorie nous explique l'origine de la biodiversité. Donc en gros, le processus naturel qui au cours de millions d'années a permis l'émergence d'un nombre incalculable de formes vivantes différentes. Mais pour que ce processus puisse avoir lieu, il y a un truc qu'il fallait admettre. Que les espèces ne soient pas figées dans le temps. C'est une évidence, je l'ai appris au lycée. Mais à l'époque de Darwin, ça passe mal. Les naturalistes, ils envisageaient le vivant comme quelque chose d'immuable, d'inchangé depuis sa création. Mais qu'est-ce qui se passerait si on trouvait de véritables fossiles vivants? Des organismes inchangés depuis des millions d'années? Est-ce que ça bouleverserait notre compréhension de l'évolution? Est-ce que ça remettrait en cause tout ce que j'ai appris depuis le lycée? Pour le savoir, je suis parti à la recherche de ces fossiles vivants. Je les ai retrouvés dans un lieu qui protège l'un des plus beaux héritages d'une université vieille de 7 siècles. Bienvenue dans la collection de zoologie de Sorbonne Université. Quand on parle de fossiles vivants, une espèce en particulier revient dans la discussion, le sélacanthe. Est-ce que c'est parce qu'il a cette allure un peu préhistorique qu'on le qualifie de fossile vivant? Pas vraiment. Et comme l'évolution, c'est pas trop mon truc, j'ai demandé à Pierre Kerner, maître de conférence à l'université Paris-Cité, de me filer un coup de nageoire. Ce gros poisson-là, il peut peser jusqu'à 110 kg, mesurer 2 mètres de long, de quoi donner de bonnes grosses sueurs froides si vous le croisez en nageant. Il n'y a vraiment pas de risque parce qu'il passe le plus de clair de son temps à 100 voire 500 mètres de profondeur, bien plus galère à observer que ceux qu'on observe sur Animal Crossing par exemple. Ça n'arrive pas dans la nature. Ok Pierre, pourquoi est-ce que le sélacanthe il est si populaire parmi les biologistes? En fait, c'est une espèce qui a plein de particularités qui plaisent aux naturalistes, qui sont friands de ces curiosités. On peut par exemple citer le fait qu'il y a la longévité qui est remarquable, édifiante. 100 ans d'espérance de vie, voilà, avec une maturité sexuelle à 55 ans. Pour le savoir, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on utilise la même technique que pour les arbres. C'est-à-dire qu'on compte les cernes, alors pas du tronc, mais directement sur les écailles. Temps de gestation de ces poissons avant la naissance d'un petit sélacanthe, c'est 5 ans. Attends, donc Pierre, on parle de gestation pour un poisson? Oui, je sais que c'est surprenant, mais en fait, il y a de nombreuses espèces de poissons qui pratiquent l'ovoviviparité, où l'œuf éclot dans la femelle et continue son développement fœtal à l'abri à l'intérieur. Mais ce n'est pas la seule propriété du sélacanthe qui est similaire à notre biologie, à nous. Les poumons des sélacanthes sont vestigiaux, donc ils en ont, mais eux, ils accumulent seulement du gras. Les nageoires des sélacanthes présentent une anatomie caractéristique du groupe auquel les humains appartiennent, avec notamment un seul os à la base. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des fossiles vivants, Pierre? Ça, c'est dû à la découverte des espèces de sélacanthes actuelles. On connaît des espèces de sélacanthes fossiles depuis le Dévonien, soit il y a 420 à 360 millions d'années. Pour donner un ordre d'idée, en gros, on trouve à peu près à cette époque les premières traces fossiles d'insectes. Et les plus anciens fossiles d'Homo sapiens, eux, ils ont 300 000 ans. Donc c'est une lignée beaucoup plus ancienne. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on était convaincu que ces poissons avaient totalement disparu de la surface de notre planète, à peu près au Crétacé, il y a 65 millions d'années, au moment où justement il y a eu la grande extinction de la plupart des dinosaures. Sauf que non. En 1938, des pêcheurs d'Afrique du Sud remontent dans leur filet des sélacanthes. Et depuis, des dizaines de spécimens ont été enregistrés. On est donc sur une espèce bien vivante. Pour le sélacanthe, le terme fossile vivant, il décrit le fait qu'une espèce d'aujourd'hui ressemble fortement à une espèce éteinte et connue uniquement par des fossiles. Dans ce cas-là, certains biologistes préféreraient qu'on parle de taxon Lazare que de fossiles vivants, pour évoquer le fait qu'une espèce considérée comme disparue soit bel et bien vivante, un peu comme Lazare ressuscité par Jésus. Mais en fait, ce terme-là, fossile vivant, c'est utilisé dans plein de contextes différents et ça peut vouloir dire d'autres choses, comme par exemple de décrire une espèce qui ne semble pas avoir subi de modifications au cours des millions d'années, comme si elle n'évoluait pas. Et l'utilisation de ce sens-là de fossile vivant, c'est peut-être ultra surprenant, mais ça vient pas de moi, ça vient de quelqu'un qui a beaucoup plus d'abonnés, aka Charles Darwin. Dans les eaux douces, nous trouvons certaines des formes les plus anormales actuellement connues dans le monde, comme l'ornithorynque et le dipneuste, qui,
comme les fossiles, relient dans une certaine mesure des ordres aujourd'hui largement séparés dans l'échelle naturelle. Ces formes anormales peuvent presque être appelées des fossiles vivants. Elles ont perduré jusqu'à nos jours parce qu'elles ont habité une zone confinée et qu'elles ont ainsi été exposées à une concurrence moins sévère. Alors, si c'est Charles Darwin qui le dit, c'est que ça doit être vrai, non? Dans sa citation, puisqu'il dit qu'on pourrait presque les appeler des fossiles vivants. On voit la prudence. Mais c'est là aussi qu'on voit qu'on a beau s'appeler Darwin, c'est pas pour autant que tous les biologistes actuels par la suite vont être d'accord sur l'intégralité de ce qu'il a écrit. Ce terme de fossile vivant, il est utilisé pour d'autres espèces, notamment pour cette bête. C'est une des espèces dont Charles Darwin parlait quand il a utilisé le terme de fossile vivant, l'ornithorynque. Donc, on a compris pourquoi le sélacanthe avait été surnommé un fossile vivant, même s'il faudrait plutôt parler de taxon Lazare. Mais est-ce que c'est pas non plus une espèce qui évolue peu? En croire de nombreux récents travaux, dont ceux de mes collègues Patrick Laurenti et Didier Cazanne, le terme est totalement abusif quand on parle des sélacanthes. Oui, parce qu'il n'existe pas une, mais des espèces de sélacanthes actuelles. Rien que ce fait devrait nous alerter sur la pseudo-stase évolutive dans laquelle seraient coincés ces animaux. Il y a des études moléculaires qui ont montré que, en fait, ces deux espèces sont séparées par près de 20 millions d'années d'évolution. Alors, certes, c'est beaucoup, mais ça existe 20 millions d'années d'évolution pour que deux espèces apparaissent, donc l'évolution continue de fonctionner pour les sélacanthes. Mais surtout, pour beaucoup de spécialistes de la question, dire que les sélacanthes actuels sont les mêmes que les formes fossiles du Dévonien, c'est vraiment ne pas avoir les yeux en face des trous. En fait, ils ont différentes formes, voire c'est pas les mêmes milieux de vie dans lesquels on les trouvait. En fait, pour beaucoup de chercheuses et chercheurs, parler de fossiles vivants, c'est pas forcément dire que ces espèces n'évoluent pas, mais plutôt qu'elles évoluent lentement. Et ça entraîne des débats enflammés, mais aussi passionnants sur l'évolution et la manière de la vulgariser. Parce que des espèces qui évoluent lentement, ça existe. En fait, des espèces qui évoluent lentement, on a pu le remarquer, mais pour pouvoir le faire, il faut observer des différences qui se passent au niveau du génome de ces espèces. Il y a une espèce notamment de poisson, qui n'est pas du tout un sélacanthe, mais pour lequel on a séquencé le génome en entier. On les appelle les garpiques alligators, notamment une des espèces. Attends, donc les alligators font partie de ce groupe-là? Pas du tout. Ah, c'est un nom totalement pété. Alors, ça s'appelle des alligators, mais ce ne sont pas des alligators. Ouais, mais le garpic alligator, c'est une espèce qui est proche d'une autre espèce qu'on appelle les lépisostés. Et en fait, on a séquencé leur génome. Leur matériel génétique n'avait pas beaucoup changé entre ces deux espèces. Et en fait, ces deux espèces, elles sont séparées de 150 millions d'années d'évolution. Les chercheurs qui ont remarqué qu'il y avait très peu de différence de leur matériel génétique entre le garpic et le lépisosté, ils ont fait un test, ils ont vérifié si on peut faire des hybrides. Et ils ont obtenu une descendance viable. Donc on a deux espèces qui sont distinctes de 150 millions d'années en termes d'évolution, avec un génome qui a peu évolué. On est capable de faire des hybrides. Voilà. Et donc ça veut dire qu'en fait c'est une seule espèce. Ce qui est intéressant là, dans cette remarque, c'est que on peut dire pour cette espèce que c'est une espèce dont le génome évolue lentement. Mais là aussi, il faut être prudent pour parler de lenteur. Lenteur d'évolution par rapport à quelles espèces et par rapport à quelles caractéristiques en termes d'évolution. Est-ce que c'est la morphologie? Est-ce que c'est l'échelle moléculaire comme Bleugard? Est-ce que c'est la barrière de la reproduction? Reste donc à savoir si on prend le risque d'utiliser cette expression qui entraîne tant de confusion à la fois pour le grand public et pour la communauté scientifique. Mais alors, pourquoi est-ce que ce terme il reste si ancré, y compris parmi justement les scientifiques? Peut-être que ça renvoie tout simplement à une idée sacrément vieille, une idée illustrée justement par ça. Cette échelle, elle décrit comment l'humain serait au sommet de tous les êtres vivants. Il suffit de regarder les chaînes d'infos en continu pour se rendre compte qu'on n'a pas encore vraiment atteint la perfection, je pense. Cette idée, elle date pas de Darwin, c'est ce qu'on appelle la Scala Naturae, l'échelle naturelle. Elle a été formalisée par Aristote. Mais dans la citation qu'on vous a fournie tout à l'heure, on voit que même Darwin a du mal à s'en débarrasser. Même pendant la Renaissance et dans les premières classifications modernes du vivant, on retrouve cette idée.
Pas étonnant qu'elle ait tellement infusé l'imaginaire collectif jusqu'à aujourd'hui. Ces fossiles vivants renvoient justement à cette version erronée de l'évolution. On aurait comme des espèces devenues parfaites pour leur milieu et qui se sont arrêtées au sommet de la chaîne de la vie. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas d'espèce primitive à partir de laquelle le vivant évolue. Si on a l'impression que l'humain est au sommet de l'évolution, il suffit de regarder cet arbre pour pouvoir avoir une toute autre impression. C'est bien là le problème, en fait on perçoit l'évolution comme linéaire alors qu'elle prend plutôt la forme d'un arbre aux multiples embranchements. Même si on aimerait bien pouvoir dire que l'espèce humaine est supérieure aux autres, en fait c'est pas vrai. N'en déplaise à nos gros égos, on n'est qu'une espèce parmi d'autres. Et pour citer mon collègue Patrick Laurenti, quant aux fossiles, les vrais, ils sont, par définition, bel et bien morts. Alors merci aux collections zoologiques de Sorbonne Université et à Santiago Aragon de nous avoir ouvert leurs portes pour voir de plus près ces espèces qui nous révèlent les rouages de l'évolution. Et merci à toi Pierre pour tes éclaircissements sur ce sujet qui est loin d'être évident. Si vous voulez découvrir d'autres rouages du vivant, je vous recommande cette vidéo dans laquelle je parle du mécanisme fou sans lequel la moitié de l'humanité ne pourrait pas vivre et je n'exagère même pas.